prochaine personne qui va parler, c'est Pascal Elbaz. Pascal est titulaire d'un doctorat en langue, en littérature et société du monde et spécialisée dans le monde chinois. Elle a soutenu, bien entendu, en 2014 à l'INALCO. Elle est actuellement enseignante-chercheur à l'ISIT et ses cours portent sur la traduction du chinois au français, l'analyse et la synthèse de la presse chinoise en français, les civilisations européennes et chinoises et bien sûr, la chose la plus merveilleuse, la terminologie également. Le titre de sa présentation est le suivant: Intégration de la traduction automatique neuronale dans l'enseignement de la traduction du chinois au français à des étudiants chinois et français. Pascal, c'est à vous. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça va? On voit. D'accord. Donc, merci pour cette présentation. Alors, effectivement, j'ai eu ma thèse en 2014. Alors, moi, j'enseigne depuis que j'ai 24 ans. J'ai d'abord enseigné la philosophie, puis je me suis formée à la langue chinoise parce que je voulais lire en chinois. Je me suis aperçue qu'il y avait autant de traductions que de traducteurs de textes chinois. Donc, j'ai voulu en avoir le cœur net. Et donc, j'ai appris le chinois. Et ça m'a conduit au doctorat assez tard. Voilà. Mais, donc, ensuite, j'ai enseigné avant d'avoir ma thèse. Et donc, depuis 2012, j'enseigne à l'ISIT. Et donc, je fais partie du laboratoire de l'ISIT et je suis aussi chercheur associé à l'IFRAE, qui est l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Ça me permet à la fois de travailler avec mes collègues de l'ISIT sur les thématiques de la terminologie, de la traduction, de la pédagogie dans ces deux disciplines, et puis avec mes collègues d'IFRAE, à avoir une dimension plus aréale. Alors, je remercie les organisatrices de ce colloque. Et je remercie aussi Alvaro qui n'est pas là, mais Alvaro Echeverry qui m'a invité donc à postuler, voilà, à envoyer un résumé à ce colloque, et donc qui m'a invité hier à donner une conférence dans son laboratoire. Et voilà, à laquelle Zélie a assisté. Donc, pour Zélie, j'ai modifié ma présentation pour pas qu'elle entende deux fois la même chose. Et donc, je vais vraiment m'attacher uniquement ici aux questions pédagogiques. Hier, j'ai présenté les particularités de la traduction automatique dans la combinaison chinois-français. Mais là, je vais essentiellement m'attacher aux questions de pédagogie. Juste une petite vérification. Là, vous voyez bien la slide 2. Contexte pédagogique, ça marche. Oui, nous voyons bien votre deuxième diapositive. Par contre, nous voyons aussi les mini sur le côté si vous voulez débarrer le mode. Ça vous gêne ou pas, ça? Oh non, pas pour moi, c'est pour vous. Voilà, moi, je préfère parce que comme ça, je sais où je suis. Parfait. Merci. Alors, donc, contexte pédagogique. Là, on en parle depuis ce matin. Donc, l'amélioration récente des outils de traduction automatique en ligne, en particulier, généralement, mais en particulier dans la combinaison chinois-français. En 2018, l'équipe de Microsoft clame la parité. Ce n'est pas la parité homme-femme, mais la parité de qualité en fait, d'une traduction humaine et d'une traduction machine. Et alors, avec énormément d'articles qui sortent pour mettre en cause cette parité, en particulier avec ce dont on a parlé ce matin, le translationisme, c'est-à-dire ce résidu en fait de la langue source qui subsiste dans la langue cible. Et quand la qualité d'une traduction est mesurée par une machine, cette machine ne va pas forcément avoir assez de sensibilité pour voir ce translationisme, pour voir ce résidu. Un autre élément de contexte, c'est l'enthousiasme des étudiants et la honte en même temps, puisque c'est plus ou moins accepté. Et en général, en tout cas, nous, à l'ISIT, dans les premiers cycles, ça n'est pas accepté, enfin, jusqu'à aujourd'hui, même si on bouge par rapport à ça. Non pas parce qu'on est des méchants, mais parce que
On pense que pour être un post-éditeur, il faut d'abord être un bon traducteur, il faut se confronter à la langue, il faut développer son esprit, en fait, muscler son cerveau et c'est pour ça qu'on attend la 3e année pour le moment pour introduire la traduction automatique et la post-édition. Alors, je vais prendre l'exemple de l'enseignement de la traduction générale du chinois au français. J'ai des classes de 2e ou 3e année et cette année, une classe mixte 2e, 3e année. Et dans des classes mixtes étudiants chinois et français, ça, c'est une particularité. En fait, on a un certain nombre d'étudiants en échange. Chaque année, il y en a moins avec la pandémie, mais on en a quand même quelques-uns. Ce qui me permet, moi, de faire travailler soit par groupe, soit par binôme, dans une relation très utile et très efficace, en fait, avec un étudiant chinois, un étudiant français. Donc, cette configuration d'une classe bilingue m'amène à mettre en place un certain nombre de dispositifs, soit seul, soit avec une de mes collègues. On a travaillé aussi avec une de mes collègues qui, elle, est anglaise. Elle travaille en ce moment à Shanghai, Céline Garbut, et on a fait faire aux étudiants de la traduction trilingue. Je vous en parlerai plus tard. Un dernier élément de contexte qui est très important pour moi à ce niveau-là. En 2e et 3e année, le niveau de langue des étudiants ne leur permet pas une lecture fluide de la presse. Donc, pour les étudiants chinois, ça va être de la presse en français. Pour les étudiants français, ça va être de la presse en chinois. Et le passage par la traduction automatique et tous ces exercices de post-édition leur permet justement d'avoir une base sur laquelle travailler. Et pour moi, donc, ça a été un élément tout à fait efficace sur le plan pédagogique pour les faire progresser dans la traduction. Ensuite, chez nous, en fait, à la fin de 2e année et début de 3e année, ils passent 1 an en Chine, 6 mois dans le milieu académique et puis 6 mois en stage. Et quand ils reviennent, là, ils sont davantage capables de lire la presse. Donc, c'est d'autres problématiques. Alors, un contexte technologique. Maintenant, je vous propose un essai de typologie des erreurs produites par la traduction automatique dans ma combinaison de langues. Il y a un certain nombre d'erreurs que j'ai en commun avec mes collègues des autres langues. L'omission de mots, on en a parlé ce matin, la répétition de mots, la question du contexte, la polysémie. Néanmoins, pour la langue chinoise, il y a des erreurs tout à fait spécifiques, beaucoup d'erreurs sur les noms propres, les entités nommées, parce que les caractères qui forment les noms propres dans la langue chinoise ont une signification dans la langue générale. Un problème que j'ai en commun avec des langues minoritaires, même si ce n'est pas le cas du chinois, mais en fait, dans la traduction chinois-français, on manque de données. Et dans la traduction automatique, neuronale, la qualité et la quantité des corpus bilingues qu'on entre dans la machine est extrêmement important. Et dans ma combinaison de langue, comme il n'y a pas assez de corpus, en fait, la machine va traduire d'abord vers l'anglais, puis de l'anglais vers le français. Donc ça, c'est un problème spécifique à adresser. D'autres problèmes spécifiques, c'est le découpage des mots, puisque la langue chinoise est une langue combinatoire qui fonctionne avec des caractères. Les caractères se regroupent en 1, 2 et 3 caractères pour faire un mot, puis ensuite, en plus de caractères pour faire des collocations. Et ça, c'est complexe pour les humains, mais c'est apparemment encore plus complexe pour les moteurs de traduction. Il y a aussi des questions syntaxiques d'ordre des mots. Il y a une façon en chinois de mettre d'abord un thème puis un prédicat. Ça, la machine n'y arrive pas. Ou certaines structures du passif, où la machine n'y arrive pas non plus. Et puis, la polysémie est valable. Le problème de la polysémie est valable dans toutes les langues, mais beaucoup en chinois parce que c'est une langue très polysémique.
Alors, je vais passer en revue comme ça les problèmes typiques qu'on rencontre, enfin, qui viennent des spécificités de la langue chinoise et puis qu'on rencontre en fait quand on utilise la traduction automatique pour traduire vers le chinois. Et puis, à chaque fois, je vais proposer un dispositif mis en place pour résoudre au mieux ce problème. Là, par exemple, c'est le problème de découpage des mots. C'était un texte sur un auteur, en fait, qui écrivait sur les bambous, mais aussi qui écrivait sur les valeurs de la vie humaine. Les valeurs de la vie humaine, ça se lit jeune Shang, la vie humaine, et puis Taidu, attitude, position, valeur. Or, DeepL ne découpe pas comme ça. DeepL a remarqué que le deuxième caractère du premier mot et le premier caractère du deuxième mot, que j'ai mis en jaune ici, a une signification, Shengtai, qui veut dire écologie. Et comme la machine apprend de ce qu'on lui fournit et qu'on lui fournit beaucoup de traductions sur l'écologie et la protection de l'environnement, etc., elle a reconnu ça. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et une des choses mises en place par rapport à cette erreur spécifique, en fait, c'est l'exercice de la synthèse. Là, j'ai copié-collé, vous verrez un certain nombre de consignes. Au fur et à mesure de mon exposé, j'ai copié-collé des consignes. Je demande à mes étudiants, avant de se mettre à traduire, de faire une synthèse. Ça leur permet d'être bien dans le texte, bien dans la thématique du texte. Et là, par exemple, de reconnaître que écologie, ça sort de nulle part et que là, on n'est pas dans cette thématique-là. Par rapport à la question de l'anglais langue pivot, c'est une problématique parce que, alors maintenant, les moteurs de traduction font des progrès d'année en année, de mois en mois, je dirais. Mais, pardon, avant, quand il n'y avait que Google Trad, il n'y avait pas DeepL, ce que faisaient mes étudiants, ils passaient dans Google du chinois vers l'anglais et puis ensuite de l'anglais au français. Voilà. Donc, en fait, ils reproduisent les erreurs de la machine. Et alors, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'ils ne voient pas les erreurs, en fait. Parce que pour eux, je ne sais pas si vous voyez le petit, c'est une expérience menée avec Céline Garbus, justement, sur 20 étudiants chinois, là. C'était un groupe uniquement d'étudiants chinois. Et on leur a demandé si le fait de travailler sur une même thématique dans une même semaine pour un texte en anglais et puis pardon, dans la même semaine en français. Donc, excusez-moi, je vais prendre le temps de boire parce que... Donc, si ça leur avait facilité la tâche, ils ont dit oui et on a mis dans le questionnaire, donnez-nous des exemples de tâches facilitées. Et en fait, leurs exemples montrent qu'ils ne se rendent absolument pas compte du calque. Global vision, ça devient une même vision globale. En l'occurrence, dans le texte, c'était une vision ouverte sur le monde. Donc, on a tout un tas d'exemples comme ça où ils ne perçoivent pas, en fait, le calque. D'où l'intérêt de s'intéresser comme ça en mode trilingue et aux spécificités des trois langues. Alors, un autre dispositif pédagogique, c'est par rapport à l'évaluation anti-triche. J'ai entendu parler ce matin de ce problème qu'on a tous connu avec la pandémie. Donc,
là, une des idées de dispositifs anti-triche, c'est de les faire travailler auparavant sur un glossaire, puis leur donner des titres de presse en cours. Je leur demande de surligner les mots qu'ils reconnaissent et qui étaient dans le glossaire, de faire une liste de ces mots avec les équivalents. Et puis, je ne leur demande pas une traduction, mais je leur demande de faire une synthèse en français à partir de ces titres de presse en chinois. Donc, là, ils peuvent utiliser tous les moyens qu'ils veulent, mais ils utilisent essentiellement et la préparation terminologique qu'ils ont fait, et puis leur cerveau, en fait, pour faire une synthèse. Un autre dispositif pédagogique, c'est l'observation des types d'erreurs, parce qu'on en a parlé aussi ce matin, il y a une grande confiance en fait dans la machine. Donc, comment aider les étudiants? Aider les étudiants en observant les erreurs de la machine, en montrant les risques. Ça, c'est un texte sur Asian Hate, la haine des Asiatiques et toutes les manifestations anti-haine des Asiatiques qui sont apparues avec le Covid. Et dans ce texte, par exemple, un professeur d'université se fait passer à tabac. Et le texte, au lieu de parler d'attaque, puisqu'il s'agit d'une attaque, parle d'attentat. Donc, faire prendre conscience des risques. Un autre dispositif pédagogique, c'est produire de l'appréciation. C'est-à-dire que là, c'est un exercice où j'ai noté sur 5 une question où je demandais aux étudiants de motiver leur avis sur la traduction automatique, de donner d'essayer de classifier les erreurs, etc. Et où j'ai eu des réponses très, très précises sur l'expression maladroite. On comprend ce que la traduction automatique veut dire, mais il faudrait plutôt veut dire que. Donc, ce n'est pas toujours des mots très, très spécifiques, mais on peut retravailler là-dessus justement après pour établir une typologie. Et donc là, j'ai essayé au dernier semestre de mêler toutes ces 3 années d'expérience où je leur ai fait faire à la fois un questionnaire pour savoir comment ils utilisaient la machine, ensuite un exercice de post-édition en temps limité qui a analysé les traductions. J'ai croisé les données. Et je leur avais demandé auparavant de se préparer par la lecture d'articles et par du visionnage de films. Et puis, j'ai mis en place cette année quelque chose qui n'avait pas les autres années, qui a bien fonctionné, c'est un code couleur en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je n'aurais pas demandé juste de souligner les erreurs de la machine, mais je leur ai dit, voilà, il y a 3 grands types d'erreurs. Orthographe, grammaire, vous les mettez en rouge. Sens, faux sens, contresens, non-sens, approximation, vous le mettez en bleu. Formulation et style, vous le mettez en vert. En fait, le fait de mettre des couleurs, ça les a vraiment aidés à se focaliser et à bien comprendre les typologies d'erreurs. Ensuite, voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est mon texte. Ils ont repéré... En groupe, classe entière, ils ont repéré 14 erreurs sur 18. Un par un, ils ont repéré environ un tiers à la moitié. Et en fait, ils ne font pas vraiment les erreurs entre les erreurs de sens et les erreurs de style. En tout cas, les étudiants chinois ne font pas la différence. C'est la difficulté de travailler. Il y a des bénéfices de travailler avec des classes bilingues, mais d'autres fois, ça apporte aussi de la difficulté. Ils n'ont pas suffisamment le sens de l'extra-linguistique. Et là, par exemple, on a parlé des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Beijing. Il y avait des éléments, s'ils avaient regardé la cérémonie, bon, ça se durait 3 heures, remarquez, mais en tout cas, ils pouvaient chercher les passages clés. Par exemple, Deep L dit à un moment, les 2 jeunes filles du Xinjiang portent la flamme olympique.
Et en fait, il y a une jeune fille du Xinjiang et un autre athlète. Voilà. Si on regarde la cérémonie, on ne fait pas la différence. Donc, il y a ça aussi. Après, pour moi, pour les faire progresser, c'est aller vers l'extra-linguistique, et aller vers le réel, aller vers la presse, aller vers voilà, la vie, les données extérieures, hein, et que la traduction, ce n'est pas qu'une question de langue. Cet exercice m'a donné beaucoup de pistes. D'abord, en fait, l'utilisation de la traduction automatique, c'est pas qu'en cours. Il l'utilise tout le temps. Il l'utilise pour lire les journaux, pour lire des romans, pour savoir quels produits ils achètent, pour aider un parent qui vient en France. Donc, je pense que c'est important aussi de replacer ces utilisations pas que dans le microcosme de la salle de classe, mais dans leur vie. Ensuite, ça m'a donné des pistes pour les outils qu'ils utilisent. Ils m'ont donné tout un tas d'outils. Ils avaient droit à tous les outils, mais je voulais savoir lesquels. Et donc, ça aussi, c'est une bonne piste de travail parce qu'après, on va pouvoir faire des comparaisons. Et une bonne piste aussi, c'est la recherche documentaire. Quelles pages ils ont visitées et vérifier une à une les pages et les aider dans l'efficacité. On parlait d'efficacité tout à l'heure avec Anne-Marie. En guise de conclusion, d'après cette expérience, donc c'est des expériences que je mène là depuis 3 ans, je trouve qu'il y a du bienfait à travailler en individuel et en collectif, notamment quand on fait faire en préalable à s'attaquer à un texte en cours, un glossaire collaboratif de groupe. On va avoir une centaine d'entrées terminologiques, alors qu'en individuel, on va avoir une vingtaine, n'est-ce pas? Après, il y a une question d'engagement, il y a des gens qui vont travailler plus que d'autres. Au niveau de la langue, ça fait poser la question de l'unité terminologique. Qu'est-ce qu'on met dans un glossaire? Variant delta, nouveau variant préoccupant. Voilà, donc c'est une question de linguistique, mais aussi de pédagogie. Est-ce qu'on va rentrer du vocabulaire général ou spécialisé? Et puis, quel genre de texte on va faire travailler nos étudiants? Est-ce que ça va être des textes descriptifs, des textes appréciatifs? J'ai remarqué qu'avec ces protocoles de travaux où je fais faire de la terminologie, de la recherche documentaire auparavant, et sur une base de traduction automatique, post-édité, plus c'est un texte descriptif et semi-spécialisé, plus ça fonctionne. Et plus c'est un texte où le journaliste se veut poète, et moins ça fonctionne. Parce qu'après, tout ce qui est formulation, style, etc., ça, c'est pas encore au point. Et une dernière petite conclusion. Donc, la traduction automatique utile en cours, qui peut pallier à un certain manque de niveau, en fait, et d'expertise, mais qui peut aussi augmenter les risques. Et pour la formation en post-édition, on a vraiment déjà beaucoup parlé ce matin, recherche documentaire, terminologie, esprit critique, littératie numérique, mais j'insisterai sur la sensibilité linguistique, en fait. Il faut les faire lire, il faut les faire lire la presse, lire des romans, lire la vraie langue. Comment veut-on qu'ils reconnaissent les erreurs de la machine s'ils n'ont pas un bagage littéraire suffisant, en fait? Et puis, d'un autre côté, moi, je suis assez optimiste par rapport aux améliorations des moteurs de traduction que je vois sous mes yeux, voilà, à vitesse grand V. Et je pousserai également, comme ça a été dit ce matin, à nos étudiants, en tout cas ceux qui veulent faire de la recherche plus tard, à aller travailler avec les informaticiens qui travaillent sur le traitement automatique du langage naturel. Parce qu'il faut que linguistes et informaticiens travaillent ensemble pour améliorer les moteurs de traduction. Voilà. Merci beaucoup.